Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Depuis l'extérieur, notre couple semblait équilibré. Nous avions nos habitudes, nos dîners ensemble, nos vacances planifiées à l'avance. Les amis nous enviaient, mes parents le considéraient comme un gendre modèle. Et pourtant, dans l'intimité de notre foyer, quelque chose avait changé. Ce n'était pas brutal, ni évident, mais une distance étrange s'était installée. Il évitait mon regard, rentrait plus tard, répondait de moins en moins à mes gestes tendres. Chaque soir, quand je prenais mon thé, il me l'apportait déjà préparé, toujours avec le même sourire figé. Je ne voulais pas céder à la paranoïa, mais mon instinct criait. Cette routine que j'avais autrefois trouvée rassurante me paraissait désormais pesante. Ce thé, qu'il m'apportait sans faute, devenait pour moi une source d'angoisse. Je le buvais à contre-cœur, le cœur serré. Il disait vouloir prendre soin de moi, m'aider à mieux dormir, que j'étais stressée. Mais au fond de moi, je sentais qu'il cachait quelque chose. Et ce quelque chose avait d'un goût amer de mensonge. Un soir, alors que je portais la tasse à mes lèvres, j'ai perçu une amertume étrange, inhabituelle. Pas assez forte pour être évidente, mais suffisante pour éveiller mes soupçons. Je n'ai rien dit. J'ai bu quelques gorgées en feignant la normalité, pendant que lui, assis en face, me regardait fixement. Dès le lendemain, j'ai commencé à faire attention à ses gestes. Il était trop attentif à ma réaction, trop pressé que je termine mon thé. Il insistait pour me le préparer lui-même, refusant que je le fasse à ma manière. J'ai commencé à douter de tout, de ses silences, de ses absences, de ses gestes tendres devenus mécaniques. J'ai fouillé dans les placards quand il sortait, examiné les sachets, les boîtes. Rien d'anormal en apparence, mais une certitude me grandissait dans le ventre. Il me surveillait plus qu'il ne me chérissait. La nuit, je dormais d'un œil, guettant le moindre bruit. Mon cœur s'emballait à chaque fois qu'il entrait dans la chambre. Il y avait un piège, j'en étais sûre. Mais je ne savais pas encore à quel point il serait cruel. Ce fut un vendredi, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais dans le couloir, pieds nus, en silence, quand je l'ai vu dos à moi dans la cuisine. Il ne savait pas que j'étais rentrée plus tôt. J'ai avancé discrètement, retenant mon souffle, et là, je l'ai vu. Il ouvrait un petit flacon blanc, versait un contenu poudreux dans ma tasse déjà remplie. Tout son geste était calculé, rapide, méthodique. Il referma le flacon, le remit dans sa poche, puis souffla profondément avant de me rejoindre dans le salon avec un air paisible. Je me suis immédiatement figée, le cœur tambourinant dans ma poitrine. Je suis entrée comme si de rien n'était, il m'a tendu la tasse avec son éternel sourire tendre. J'ai joué mon rôle, comme une actrice dans un drame que je ne contrôlais plus. Je savais qu'à partir de cet instant, ma vie ne serait plus jamais la même. Il tentait de m'endormir pour une raison que j'ignorais encore, mais qui ne pouvait être bonne. Et je n'avais plus le luxe de faire confiance. La peur avait pris racine, profonde, glaciale. Dès qu'il quitta la cuisine, j'ai attendu quelques secondes, puis j'ai vidé la tasse dans l'évier, les mains tremblantes. Le liquide glissait lentement, comme si je versais ma propre insouciance. J'ai rincé la tasse, remis de l'eau tiède pour simuler le thé restant, puis me suis allongée sur le canapé. J'ai fermé les yeux, régulé ma respiration, comme si je tombais doucement dans le sommeil. Chaque seconde était une torture, chaque bruit un coup de poignard. J'entendais ses pas s'approcher lentement, je sentais son souffle sur mon visage. Il se pencha, posa une couverture sur moi, puis s'éloigna. Je n'osais pas bouger. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne l'entende. Je restais immobile, figée comme une statue, espérant qu'il croie à mon sommeil. Mon mari restait silencieux, ce qui me terrifiait encore plus que des mots. Il semblait attendre. Je l'entendis enfin quitter la pièce, puis la maison devint étrangement calme. Un calme artificiel, presque malsain. Je n'avais plus de doute, il préparait quelque chose. Et ce quelque chose allait bien au-delà de la trahison. J'étais en danger.
Le silence avait duré de longues minutes, puis un bruit sec a brisé l'immobilité. La serrure a tourné lentement, avec précaution, comme s'il ne voulait pas faire de bruit. Mon sang s'est glacé. J'ai entendu la porte s'ouvrir, puis des pas hésitants. 2 voix se sont murmurées quelque chose dans le couloir. L'une était la sienne. L'autre, féminine, douce, mais familière. Mon cœur s'est serré. Je connaissais cette voix. Elle appartenait à une femme que je n'aurais jamais imaginée dans ma maison à cette heure. Ils pensaient que je dormais profondément, que j'étais à leur merci. Ils se croyaient seuls, libres de parler et de se révéler. J'ai senti leurs pas passer tout près de moi, puis s'éloigner vers la cuisine. Ils riaient doucement, complices, comme s'ils partageaient un secret. La trahison me brûlait de l'intérieur. Ce n'était plus une supposition, mais une certitude. Je n'étais pas simplement trompée. J'étais un obstacle, une cible. Et eux, dans ma propre maison, conspiraient dans l'ombre de mes silences forcés. Quand elle est apparue dans mon champ de vision à travers mes paupières entr'ouvertes, j'ai ressenti un frisson glacial me parcourir l'échine. C'était Camille, son assistante, toujours bien maquillée, toujours polie, toujours serviable. Celle qui m'appelait « Madame » avec un sourire lumineux, comme si elle admirait notre couple. Je me suis maudite de ne jamais avoir vu les signes. Elle ne venait pas seulement pour du travail, elle venait me remplacer. Et ce soir-là, elle était là, dans mon salon, complice d'un plan dont je n'étais plus que la victime. Ils se sont installés au salon, juste derrière moi. Elle a posé sa main sur la sienne, et ils ont commencé à parler de moi, comme si j'étais déjà morte. Aucun remords, aucune hésitation. Elle évoquait mon « calme éternel à venir », lui assurait que tout allait bien se passer. J'ai senti ma gorge se nouer, mais je n'ai pas bougé. Il fallait que je tienne. Que je sache tout. Parce que désormais, ma survie dépendait de ce que j'allais découvrir. Et ce que j'ai entendu ensuite allait briser tout ce que je croyais encore savoir de lui. Assise sur le canapé, les yeux fermés, j'entendais chaque mot avec une clarté qui me transperçait l'âme. Mon mari parlait de moi comme d'un problème à résoudre, comme d'un poids qui empêchait leur bonheur. Il disait que ça ne pouvait plus durer, qu'il fallait en finir proprement. Camille, elle, chuchotait qu'elle ne voulait plus me voir dans cette maison. Ils échangeaient leurs peurs, leurs plans, leurs justifications immondes. Aucune hésitation, aucune trace de culpabilité. Juste une détermination froide, glaciale, effrayante. Comme si mon existence pouvait être effacée sans conséquence. Je retenais mes larmes, priant pour ne pas laisser échapper un souffle. Ils parlaient d'un avenir ensemble, de mes affaires qu'ils pourraient donner ou brûler, de mon assurance vie. Tout avait été pensé. Ils savaient ce qu'ils faisaient. J'étais piégée au cœur d'un cauchemar éveillé, réduite au silence dans mon propre salon. Chaque mot me poignardait un peu plus. Mais je ne devais pas flancher. Pas encore. Pas avant de tout comprendre. La voix de Camille était calme, presque tendre, quand elle lui a murmuré que tout se passerait cette nuit. Elle parlait de la dose avec précision, comme si elle avait répété cette phrase des dizaines de fois. Elle ne se réveillera pas, chérie, demain matin, on sera libre. Cette phrase résonne encore dans ma tête comme une gifle. Mon cœur s'est emballé, ma respiration devenait plus difficile à contrôler. Je savais désormais que ce n'était pas une simple trahison, mais une tentative de meurtre déguisé. Ils attendaient que je m'éteigne, lentement, sans bruit. Comme une chose qu'on efface discrètement. Ils avaient tout planifié. Elle lui rappelait que le médecin légiste conclurait à une crise cardiaque, que personne ne chercherait plus loin. Elle parlait d'un avenir à l'étranger, d'un nouveau départ. Mon mari acquiesçait, silencieux mais résolu. Il avait fait son choix, me sacrifier pour une autre vie. Mon corps me brûlait de rage contenue. Je n'étais plus une femme trahie. J'étais une condamnée. Et s'il croyait que j'allais me laisser faire, il ne me connaissait pas. Chaque fibre de mon être hurlait de douleur, mais je suis restée immobile. Ma gorge se serrait, mon cœur frappait mes côtes comme un tambour de guerre.
Je voulais bondir, crier, les confronter, mais je ne pouvais pas. Si je montrais que j'étais éveillée, je risquais de précipiter leur plan. Alors je me suis ancrée dans le silence. J'ai contrôlé chaque inspiration, chaque mouvement de paupières. J'ai serré les poings sous la couverture, à m'en faire blanchir les phalanges. Je me suis répété intérieurement, « Tu dois survivre ». Ils sont restés encore un moment, parlant de détails, comme s'ils organisaient un dîner. Puis, ils se sont levés, quittant le salon en silence. J'ai entendu la porte se refermer doucement. Le danger immédiat était passé, mais je ne bougeais toujours pas. Mon esprit était en feu, mon corps figé par l'horreur. Je venais d'assister, impuissante, à ma propre condamnation. Mais je savais que je ne pouvais plus rester là. Le temps m'était compté, et la fuite devenait ma seule échappatoire. J'ai attendu que le silence s'installe, que leur pas s'éloigne complètement. La porte d'entrée était restée entrebâillée, comme une invitation à l'évasion. J'ai bondi du canapé, ramassé rapidement mon sac et mes clés, puis j'ai traversé le couloir sans allumer la moindre lumière. Mes jambes tremblaient, mes doigts étaient engourdis par la peur. Le vent glacial de la nuit m'a frappé en plein visage dès que j'ai franchi le seuil. Je n'ai pas regardé en arrière. Il n'y avait plus rien à sauver dans cette maison. Je courais comme si ma vie en dépendait, parce qu'elle en dépendait vraiment. Mon souffle était court, ma vision floue, mais une seule pensée me guidait, survivre. Chaque coin de rue me semblait dangereux, chaque silhouette un complice. Je ne savais pas où aller exactement, mais je devais mettre de la distance entre eux et moi. J'ai marché pendant des heures, pieds nus, sans manteau, jusqu'à ce que mes forces m'abandonnent presque. Puis, une seule personne m'est venue à l'esprit. Ma sœur. Quand elle a ouvert la porte, elle a d'abord reculé, choquée par mon apparence. Mes cheveux étaient en désordre, mes vêtements trempés, mes yeux remplis de terreur. Je suis tombée dans ses bras, incapable de parler d'abord. Elle m'a fait entrer, m'a enveloppée dans une couverture chaude, puis m'a tendu une tasse de tisane. Ma voix tremblait quand j'ai enfin commencé à raconter. Je lui ai dit tout, le thé, la poudre, les chuchotements, la fosse prévue pour moi. Elle m'écoutait, le visage blême, sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle s'est levée d'un bond, en colère, en larmes, prête à appeler la police. Mais je l'ai arrêtée. Je n'avais aucune preuve concrète, aucun enregistrement, rien de tangible. Juste ma parole contre la leur. Elle comprenait ma peur, mais son regard était rempli d'inquiétude. Elle voulait me protéger, mais elle ne savait pas comment. Nous étions seuls, face à un monstre qui savait dissimuler son vrai visage. Et je savais qu'il reviendrait bientôt vers moi, comme si de rien n'était. Ma sœur répétait que c'était trop grave pour rester silencieuse. Elle disait que même sans preuve, il fallait au moins faire une déclaration. Mais au fond, je savais que personne ne me croirait. Mon mari était respecté, charmant, sans antécédents. Et Camille? Une jeune femme sans histoire, douce, sans le moindre passé judiciaire. Raconter que deux personnes aussi bien vues préparer un meurtre semblait délirant. Même moi, je peinais à croire ce que j'avais entendu. Alors, j'ai décidé d'attendre. D'observer. De me défendre à ma manière. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise sur le canapé de ma sœur, le regard vide, le cœur lourd. Je savais qu'il reviendrait vers moi, souriant, aimant, comme si rien ne s'était passé. Et quand ce moment viendrait, je devrais être prête. Parce que cette fois, je n'allais pas seulement fuir. J'allais chercher la vérité, et la preuve qui les détruirait. Avant l'aube, je suis retournée chez moi, seule, silencieuse, comme une ombre. J'avais le cœur serré, mais une décision claire. Je devais les piéger. J'ai pris la vieille caméra cachée que j'utilisais autrefois pour surveiller notre chien malade, et je l'ai placée derrière les pots à épices, pointée vers le plan de travail. Elle était minuscule, invisible à l'œil nu. Une fois tout installé, j'ai nettoyé la cuisine, ouvert les rideaux, remis la maison en ordre. Il ne fallait rien laisser paraître.
Il fallait qu'il croie que j'étais revenue naïve, amoureuse, prête à tout oublier. Quand il est arrivé, il m'a prise dans ses bras comme si de rien n'était. Il m'a demandé comment j'allais, m'a dit que j'avais l'air fatiguée. J'ai souri faiblement, baissé les yeux, et je lui ai répondu que j'avais besoin de calme. Il m'a proposé une tisane. J'ai accepté. Il a filé en cuisine, confiant, sans même se retourner. Je l'ai suivi du regard depuis le salon, le cœur battant à tout rompre. Ce moment-là, je l'avais attendu toute la nuit. Et maintenant, chaque seconde comptait. Il a ouvert le même placard, sorti la même tasse, le même sachet. Puis, discrètement, il a glissé sa main dans la poche de sa veste et sorti le petit flacon blanc. Comme la dernière fois, il a versé la poudre dans le liquide chaud, doucement, avec une maîtrise terrifiante. Je me suis levée lentement pour mieux entendre, le souffle suspendu. Il a remué la cuillère, puis a nettoyé le rebord de la tasse avec une serviette, comme s'il effaçait ses traces. Tout cela, chaque geste, chaque regard, la caméra l'avait saisi. Cette fois, ce n'était plus un doute. C'était une preuve. Quand il est revenu me tendre la tasse, j'ai gardé mon calme. Je l'ai remercié, bu une seule gorgée, puis j'ai posé la tasse avec un sourire figé. Il m'a observé, attendant que l'effet agisse. Moi, je comptais les secondes dans ma tête. Je devais tenir encore un peu, feindre l'endormissement sans jamais vraiment céder. Dans mon esprit, une seule pensée guidait mes mouvements, je te tiens. Il m'avait presque détruite, mais désormais, c'était moi qui contrôlais la scène. Et bientôt, il comprendrait que sa victime savait tout. Le lendemain matin, je lui ai annoncé que j'allais passer le week-end chez ma sœur pour me reposer un peu. Il m'a regardé droit dans les yeux, a approuvé, sans poser de questions. Il croyait m'avoir endormi la veille, croyait que je ne me souvenais de rien. Je suis partie avec un sac vide, suis montée dans la voiture, et j'ai attendu à quelques rues, dissimulé. 1 heure plus tard, il est sorti à son tour, regardant autour de lui, puis a pris sa propre voiture. J'ai démarré doucement, le suivant à distance, sans clignotant, sans musique. Mon cœur battait à tout rompre. Il a roulé longtemps, jusqu'à quitter la ville. Je n'avais aucune idée de sa destination, mais je ne pouvais plus reculer. Les paysages défilaient, monotones, alors que mon esprit brûlait de questions. Où allait-il? Qui allait-il retrouver? Il ne savait pas que je le suivais, et cette ignorance était ma seule arme. J'étais seule dans cette traque, mais je n'avais plus peur. C'était moi maintenant qui tenais le fil de l'histoire. Et j'étais prête à tout découvrir, coûte que coûte. Après plus d'1 heure de route, il s'est engagé dans un chemin de terre bordé d'arbres sauvages, loin de toute habitation. Je me suis arrêtée plus loin, moteur coupé, caché par les buissons. Il est descendu de voiture, le pas léger, presque joyeux. Et c'est là que je l'ai vu. Camille l'attendait devant une maison en bois, un foulard autour du ventre, qui laissait deviner une grossesse avancée. Mon souffle s'est figé. Elle l'a embrassé longuement, comme une épouse qui accueille son mari. J'ai détourné les yeux, et s'est huré. Ils sont entrés ensemble, main dans la main, comme s'ils vivaient déjà une vie normale, loin de moi. Mon mari avait bâti une double existence, dans le plus grand des silences. J'étais la femme légitime, mais ici, j'étais l'étrangère, la pièce en trop. Cette maison isolée, c'était leur nid, leur projet, leur secret. Et leur bébé, il n'était pas un accident. Tout prenait soudain un sens sinistre. Ce que j'avais pris pour de la froideur n'était que le début d'un plan bien plus cruel. Je suis restée cachée dans la voiture, observant à travers les feuillages les mouvements derrière les fenêtres. Ils riaient, cuisinant ensemble, échangeant des gestes tendres. Il posa plusieurs fois la main sur son ventre avec un regard ému. Ce n'était pas un secret honteux. C'était une nouvelle famille en formation, construite sur mon effacement. Je ne pouvais pas détourner les yeux. Chaque minute passée la confirmait que ma disparition faisait partie de leur avenir. Je n'étais pas seulement trahie, j'étais effacée. Tout s'était déroulé dans mon dos, méthodiquement, sans faille.
Cette grossesse n'était pas une erreur de parcours, mais le centre de leur projet. Elle allait bientôt accoucher, et ils voulaient que tout soit prêt. Ils avaient besoin que je disparaisse avant l'arrivée du bébé, pour que rien ne vienne entacher leur bonheur. J'ai senti mon ventre se nouer de rage et d'humiliation. Ils m'avaient utilisé jusqu'au bout, puis jeté comme une page tournée. Mais cette page-là allait se réécrire, par mes propres mains. En le voyant sortir avec une poussette encore emballée, je n'ai plus eu de doute. Il installait sa nouvelle vie dans le calme d'une forêt, loin des regards. Cette maison, cet enfant, cette femme, tout avait été pensé sans moi. J'étais devenu l'obstacle qu'il fallait éliminer pour vivre librement, sans scandale. Il voulait être père, mais pas avec moi. Il voulait aimer, mais ailleurs. Ce monde parfait qu'il construisait n'avait plus de place pour moi. Et il était prêt à me sacrifier pour y parvenir. Je suis resté là, glacé, les larmes coulant sans bruit. Il avait effacé mon existence comme on efface un tableau. Pourtant, moi, j'étais bien là. Vivante. Consciente. Et j'avais vu. Ce n'était plus le moment de pleurer. C'était le moment d'agir. Je devais le détruire avec la même précision qu'il avait utilisée pour me rayer de sa vie. Et cette fois, ce ne serait pas lui qui aurait le dernier mot. Dès que je suis rentrée en ville, je n'ai pas pris le risque de passer par chez moi. Je suis allée directement chez un avocat recommandé par une amie, les mains moites, le souffle court. Il m'a reçu sans poser de questions, m'a écouté, puis j'ai montré la vidéo. En silence, il a regardé l'écran où l'on voyait clairement mon mari verser la poudre. À la fin, il a hoché la tête, son visage grave. Il m'a dit que c'était sérieux, qu'il fallait agir vite. J'ai signé une procuration, les jambes tremblantes. Je venais de déclarer la guerre. Pour la première fois depuis des jours, je n'étais plus seule. Légalement, je pouvais me défendre. L'avocat m'a conseillé de ne pas l'affronter encore, de continuer à rassembler des éléments. Il fallait que tout soit solide, irréfutable. Il m'a aussi conseillé de changer les serrures de la maison discrètement, au cas où. En sortant de son bureau, le vent froid m'a frappée, mais je me sentais différente. Plus forte. Je n'étais plus la femme trahie, j'étais la femme qui préparait sa vengeance. Chaque soir, je rentrais chez moi avant lui, préparant la scène comme si tout était normal. Je cuisinais, souriais, posais des questions banales. Il répondait avec douceur, jouait son rôle de mari attentionné. Mais je voyais dans ses yeux qu'il observait mes réactions. Il voulait s'assurer que le somnifère faisait encore effet. Je jouais la fatigue, l'épuisement, je me couchais tôt, et simulais un sommeil profond. Derrière chaque silence, je le testais. Derrière chaque mot, je le piégeais. Il ne se doutait pas que j'avais vu la maison, la grossesse, leur avenir sans moi. Il ne savait pas que je savais tout. Et plus je le regardais vivre comme si de rien n'était, plus la haine se nourrissait en moi. Il pensait avoir le contrôle. Il pensait être intouchable. Mais chaque minute qu'il passait à jouer la comédie me donnait un peu plus d'avance. J'étais prête à le pousser au bout de son plan. Et quand il franchirait la dernière limite, moi, je serais là. Ce matin-là, il est venu vers moi avec un air tendre, presque coupable. Il m'a dit qu'il avait pris 2 jours de congé, qu'il voulait qu'on se retrouve, juste tous les deux. Il parlait d'un chalet en montagne, loin de tout, sans téléphone, sans distraction. Une parenthèse, disait-il, pour se reconnecter. Puis il m'a tendu une tisane. Je l'ai prise, souriante, et comme d'habitude, je l'ai vidée dans l'évier dès qu'il eut le dos tourné. Je savais que ce voyage n'était pas une réconciliation. C'était une mise à mort. J'ai accepté. J'ai préparé une valise, pris quelques vêtements chauds, glissé mon téléphone bien chargé et caché un enregistreur dans la doublure de mon manteau. Il ne fallait rien oublier. Ce voyage serait décisif. Dans la voiture, il chantait doucement, comme un homme amoureux. Mais moi, je fixais la route. Le sang-froid. Les mains fermes. J'allais au bout du piège, mais ce n'était pas moi qui allais tomber dedans.
Le trajet fut long, sinueux, au cœur de montagnes désertes. Le paysage était magnifique, mais chaque arbre me semblait menaçant. Lorsqu'on est arrivé au chalet, tout était déjà prêt, bois empilé, lit fait, nourriture sur place. Il avait tout prévu. À la tombée de la nuit, il m'a tendu une nouvelle tisane, parfumée à la camomille. J'ai souri, les porté à mes lèvres, puis les versé discrètement dans un pot de fleurs, pendant qu'il tournait le dos. Puis, comme chaque fois, je me suis couché. Je me suis installé sous la couverture, dos tourné, et j'ai fermé les yeux. Il s'est approché de moi, a caressé mes cheveux, puis s'est éloigné. J'ai entendu la porte se refermer, et le silence s'est installé. J'étais seule dans la pièce, le souffle calme, mais la peur hurlait dans mon ventre. Mon cœur battait fort, pourtant je ne bougeais pas. J'attendais. Quelque chose allait se passer. Je le savais. Et cette nuit-là, ce que j'ai vu a dépassé toutes mes pires attentes. Il était presque minuit quand j'ai entendu les pas crisser dans la neige. J'ai doucement ouvert un coin du rideau, sans bruit. Sous la lumière de la lune, je l'ai vu avec une pelle, à quelques mètres du chalet. Il creusait avec détermination, bras nus malgré le froid. La neige volait autour de lui, et la terre gelée apparaissait peu à peu. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas un simple trou. C'était une fosse. Longue. Profonde. Et je savais exactement pour qui elle était. Je me suis recroquevillée derrière le rideau, les mains tremblantes. Il était là dehors, préparant ma tombe avec calme, comme s'il plantait un arbre. Il s'arrêtait parfois pour souffler, regarder vers la fenêtre, puis reprenait. Il pensait que je dormais profondément, inconsciente de son crime à venir. Mais j'étais éveillée. Je voyais tout. Et cette image resterait gravée dans ma mémoire pour le reste de mes jours. Il n'y aurait plus de retour possible. Après cette nuit, tout allait changer. Le froid me mordait la peau pendant que je prenais les clichés. Chaque image était une preuve. J'ai aussi activé l'enregistreur audio, capturant le bruit de la pelle, ses murmures. À un moment, il a même parlé à voix basse, « Demain, ce sera fini. » J'ai dû m'asseoir pour ne pas tomber. À l'aube, quand il est entré se reposer, j'ai pris ma chance. J'ai récupéré mon sac, mes enregistrements, mon téléphone, et j'ai quitté le chalet en silence. Pas un mot. Pas un regard en arrière. Je suis descendue à pied jusqu'au village, après 3 heures de marche. Mon manteau était trempé, mes doigts engourdis, mais je tenais fermement mon téléphone. Je suis entrée dans le poste de gendarmerie, les jambes fléchissantes. Ils m'ont fait asseoir, m'ont donné de l'eau. Puis j'ai montré les photos, les fichiers, et j'ai raconté tout ce qu'ils m'avaient fait. Les policiers se sont tus. Et dès qu'ils ont vu la fosse, ils ont compris, il fallait agir immédiatement. Il était temps qu'ils paient. Quand les gendarmes ont ouvert la porte du chalet, il était encore en train de se préparer. Ils croyaient que j'étais toujours dans le lit, endormie, prête à être traînée dehors comme un corps sans vie. Mais à la place, ils ont trouvé un homme figé, surpris en pleine tentative de fuite. Il n'a pas résisté longtemps. Ils ont découvert la pelle, la fosse, et dans sa voiture, le flacon de somnifère. Tout concordait. Il s'est effondré sur le sol, les mains sur la tête, répétant qu'il n'avait jamais voulu aller jusque-là. Moi, j'attendais au poste, le regard fixe, les mains serrées sur ma tasse de café froid. Quand l'agent est revenu pour m'annoncer qu'il avait été arrêté, je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai juste fermé les yeux, comme si mon corps demandait enfin à respirer. La justice avait mis la main sur lui avant qu'il ne puisse commettre l'irréparable. J'avais survécu. Pas par chance, mais par force. Par instinct. Par courage. Et à partir de cet instant, tout allait changer. Confrontée aux enregistrements, Camille n'a pas tenu longtemps. Face aux preuves accablantes, elle a craqué, avouant tout, la liaison, la grossesse, le plan pour m'écarter sans douleur. Elle prétendait avoir été manipulée, qu'elle ne voulait pas me faire de mal.
Mais ses messages, ses voix enregistrées, disaient le contraire. Elle a signé une déposition complète. Mon mari, lui, restait silencieux, le regard vide. Il ne niait pas. Il ne disait rien. Il semblait avoir perdu le goût de se défendre. Le procureur a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat avec préméditation. Les médias ont commencé à parler de l'affaire, la surnommant le crime du chalet. Les visages de Camille et de mon mari ont été diffusés dans toute la presse. Moi, je me suis enfermée chez ma sœur, incapable d'affronter les regards. Je voulais juste disparaître un moment, respirer sans avoir peur. Je n'avais pas encore réalisé que j'étais libre. Et que désormais, c'était lui qui vivrait enfermé. Les journalistes ont campé devant chez moi pendant des jours. Les appels, les messages, les courriers ne cessaient plus. Certains m'appelaient une héroïne, d'autres une femme brisée. Je ne voulais être ni l'une ni l'autre. Je voulais redevenir invisible. Alors j'ai quitté la ville, abandonné mon métier, coupé les ponts avec le passé. J'ai pris un nouveau nom, loué un petit appartement dans un endroit où personne ne me connaissait. Et j'ai commencé une nouvelle vie, simple, silencieuse, presque effacée. Mais la douleur restait, profonde, silencieuse, impossible à déloger. J'avais aimé un homme qui avait voulu me tuer. J'avais cru à une vie construite sur des mensonges. Chaque matin, je me regardais dans le miroir sans vraiment me reconnaître. Mais petit à petit, à force de solitude, de lecture, de marche au bord du lac, j'ai commencé à recoller les morceaux. Il m'avait brisée. Mais il ne m'avait pas détruite. Et un jour, sans prévenir, j'ai recommencé à respirer sans trembler. Les années ont passé, et le calme a fini par revenir. Je me suis installée dans une petite maison entourée de pins, loin de tout ce que j'ai connu. Personne ici ne sait ce que j'ai vécu, et c'est mieux ainsi. J'ai retrouvé un peu de stabilité, de silence, de lenteur. Je travaille dans une bibliothèque, et le soir, je rentre chez moi, ferme les volets, allume une bougie, et je savoure la solitude. Mais il y a un geste que je ne fais plus sans frissonner, préparer du thé. Chaque fois que l'eau commence à bouillir, que l'odeur se répand dans la pièce, mes mains se crispent légèrement. L'image de cette tasse empoisonnée me revient, précise, tranchante. L'amour m'a presque tuée. Mais il m'a aussi révélé. Je ne suis plus la femme douce, naïve, confiante. Je suis celle qui a regardé la mort dans les yeux, et qui a survécu. Le thé est amer parfois. Mais il ne m'effraie plus. Parce qu'aujourd'hui, je sais qui je suis. Tu as aimé cette histoire? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt.